Yop les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sport bien sûr, mais surtout biathlon. Et oui, parce qu'en ce mercredi c'est l'heure du bilan de la 6e étape de Coupe du Monde de cette saison 2022-2023 qui a posé ses valises le week-end dernier du côté d'Antols en Terre-Selva en Italie sur les terres de Dorothea Virer et de Lisa Vitozzi. Lisa Vitozzi qui s'est offert un podium, si je ne dis pas de bêtises, sur la poursuite, et Dorothea Virer, une nouvelle victoire en Coupe du Monde, devant un public transalpin chaud bouillant, presque aussi chaud qu'au Grand Bornand, c'est vous dire. En plus, le soleil était présent pour un très beau week-end. En tout cas, ça a été le cas pour Johannes Tignesbø, qui a encore une fois roulé sur la tête de tout le monde, dominé son sujet de la tête et des épaules, victorieux sur le sprint, victorieux sur la poursuite, et pas qu'un peu, de manière assez large, on va pas se le cacher. Pourtant, il a quand même laissé 2-3 balles en route, une sur le sprint, 2 sur la poursuite. Mais encore une fois, il est tellement sur sa planète sur les skis que finalement, il est irrattrapable, même pour un Sturla Grid qui a pourtant fait le travail sur le pas de tir, le plein sur le sprint, le plein sur la poursuite, un 30 sur 30 derrière la carabine sur les courses individuelles à Antols en Terre-Selva. Malheureusement, il devra se contenter de la 3e place sur le sprint, de la 2e place sur la poursuite derrière l'intouchable Johannes Tignesbø. Honnêtement, je lui tire mon chapeau à Sturla Grid qui reste impliqué, concentré et qui croit peut-être au rêve un peu fou de revenir sur Johannes Tignesbø au classement général de la Coupe du Monde, sur la Grid qui a terminé, je le rappelle, 2 fois 2e du classement général ces 2 dernières saisons. Le mec fait encore le travail sur le pas de tir malgré une forme à ski qui peut-être est en deçà de ses espérances, mais sur la Grid qui reste concentré et chapeau bas, parce qu'à sa place, je pense qu'il y en aurait déjà qui inconsciemment auraient peut-être déjà laissé filer, mais lui non, il continue à faire le travail et c'est bien évidemment tout à son honneur. Côté français, ça a été un week-end assez compliqué, on va pas se le cacher. Alors sur le sprint, ça restait quand même plutôt correct avec 4 Français dans le top 20, Emilien Jacquelin 6e, Fabien Claude 10e, Antonin Guigola 19e et Quentin Fillon-Maillet, auteur de 3 fautes, et oui, 20e. Mais malheureusement sur la poursuite, ça s'est totalement gâté avec un Quentin Fillon-Maillet qui termine premier français, 13e, et un Emilien Jacquelin 14e qui n'a pas réussi à profiter de sa bonne position sur le sprint. Bref, des Français loin d'être à la fête sur les courses individuelles, mais on a quand même réussi à retrouver un peu de confiance sur le relais avec une très belle 2e place derrière l'intouchable Norvège, emmené bien sûr par Johannes Tignesbø. Des Français qui se sont accrochés sur le pas de tir, qui se sont accrochés sur les skis, et ça va peut-être permettre de retrouver quand même une confiance pour essayer de bâtir un petit peu de momentum avant les prochaines courses et bien sûr les mondiaux. On sait que l'an dernier, c'était surtout les courses individuelles et les prestations individuelles sur les courses comme le sprint, le poursuite, la mass start ou l'individuel qui permettaient de construire un relais et d'envoyer justement sur orbite ce relais français. Et là, on va peut-être avoir besoin de ces courses par équipe pour construire une confiance et un momentum qui pourrait peut-être payer sur les courses individuelles, notamment en mondiaux. En tout cas, ça va être important de relever la tête et de ne pas baisser les bras pour les Français, parce qu'on doit un minimum construire sur les 2 derniers blocs qui arrivent, le bloc mondiaux donc au mois de février et le bloc 3 dernières étapes de Coupe du Monde au mois de mars. On a besoin de construire, de bâtir du momentum pour la fin de la saison, en vue bien évidemment de préparer la saison 2023-2024 qui arrive, avec bien évidemment de la confiance et surtout un peu de motivation, histoire quand même de ranger la carabine au mois d'avril pendant 2-3 semaines pour partir en vacances, en ayant finalement des motifs d'espoir pour la saison qui arrive, avec toujours une motivation intacte. Ça passera forcément par des mondiaux réussis. En tout cas, on espère que les Français vont se réveiller et surtout relever la tête et ne surtout pas baisser les bras. C'est important les gars, on compte sur vous pour ces mondiaux et sur la fin de la saison, on espère de bonnes surprises, des podiums et pourquoi pas des victoires si Johannes Tignesbø laisse un petit peu de place. D'ailleurs, il y a des choses, et je voulais rebondir là-dessus, qui m'ont un petit peu déplu ces derniers jours par rapport à Johannes Tignesbø qui est souvent accusé de dopage, que ce soit sur les sites spécialisés de sport, sur la plateforme YouTube, sous les vidéos notamment de la chaîne L'équipe ou même sur les réseaux sociaux. Je trouve que le raccourci est un petit peu trop vite pris. Encore une fois, je sais que, et je ne suis pas naïf, le sport n'est pas totalement propre, il y a des dopés dans n'importe quel sport et dans n'importe quelle nation. Il y a des trucs qui me font un peu tiquer, qui mérissent le poil, notamment ce que je vois sur le Tour de France avec des garçons, je ne vais pas citer les noms, vous les connaissez, qui sont capables de battre les records d'ascension, des garçons comme Pantani, comme Lance Armstrong, qui ont été la honte du cyclisme avec leur tricherie
grosses comme des baraques, mais encore une fois, le raccourci pour Johannes Stignesbø, il est trop simple. Je rappelle que Johannes Stignesbø, c'est un ovni, il a tout gagné chez les juniors, il est arrivé très tôt en Coupe du Monde, il a remporté sa première Coupe du Monde à l'âge de 20 ans, c'était d'ailleurs son premier doublé au Grand Bornand en 2013 sur le sol français. J'étais présent et moi-même je peux en témoigner, le mec avait été impressionnant, il a été le rival de Martin Fourcade pendant des années, il a été celui qui après que Martin Fourcade a un petit peu baissé en intensité, peut-être en motivation, à l'issue de cette saison 2017-2018, où il a été couronné pour une 7e fois au classement général de la Coupe du Monde, de suite, un record des Jeux Olympiques absolument extraordinaire. Derrière, Johannes Stignesbø, eh bien, a pu, après cette décompression logique de Martin Fourcade, eh bien, dominer le biathlon mondial en 2018-2019 et 2019-2020. Il a été seul au monde, je crois qu'en 2019-2020 ou 2018-2019, il va remporter 16 victoires en Coupe du Monde. Sur une saison, c'est un record. Enfin bref, le garçon, on sait qu'il est extraordinaire. Et tous ceux qui ont connu ce Johannes Stignesbø des années 2018-2019, 2019-2020, savent que ce n'est pas une surprise de le voir autant en forme. Alors bien évidemment, cette domination, elle est accentuée, et c'est vrai que j'en avais pas parlé, et ça m'était pas venu à l'esprit, parce que j'avais annoncé en tout début de saison qu'on allait certainement avoir eh bien, des performances à ski qui petit à petit allaient se resserrer, mais ce qui explique que ces performances à ski eh bien, continuent à grandir, et ces écarts entre Johannes Stignesbø et la concurrence grandissent à ski, c'est que on a un Johannes Bø qui est un petit peu à contre-temps des autres. C'est-à-dire que Johannes Bø, sur ces 2 dernières saisons, il n'a pas autant donné en termes d'implication, en termes d'intensité, qu'un Quentin Fillon-Maillet, qu'un Sturla Grid, qui avait des objectifs à cocher sur la Grid des médailles en grand championnat. Il l'a fait, double champion du monde, c'était à Pokljuka. L'envie aussi de gagner un général sur la Grid, on le rappelle, c'est 2 fois 2e du classement général. L'ami Quentin Fillon-Maillet, c'était un général de la Coupe du Monde, il est allé chercher l'an dernier, des médailles, des titres en grand championnat, c'était l'an dernier également, avec ces fameuses 2 médailles d'or en course individuelle, sur l'individuel justement, et sur la poursuite. Bref, des garçons qui peut-être eh bien, sont en légère décompression, peut-être de manière innocente, qui ont peut-être un peu moins fait que ces 2 dernières saisons, qui ont besoin de récupérer et qui peut-être se sont un petit peu moins bien préparés. Forcément, quand vous avez un Johannes Stignesbø qui, lui, eh bien, sur ces 2 dernières saisons, a fait quand même un petit peu des saisons en demi-teinte. Alors certes, 2020-2021, il gagne le général de la Coupe du Monde, mais seulement 4 courses remportées. Le garçon, eh bien, se voit offrir le gros globe de cristal parce que sur la Grid craque à cause de son expérience. Derrière, il fait une saison 2021-2022 qui est clairement anonyme sur le début de saison. Il va gagner au Grand Bornand, derrière une course avant les Jeux, plus son doublé aux Jeux Olympiques, derrière ses rideaux. Il a de la fraîcheur, il a de la motivation. Il a pu préparer de manière optimum sa saison et finalement son coup sur cette saison 2022-2023. Donc l'écart entre Johannes Stignesbø et la concurrence, elle est presque logique en fait quand on y pense. Alors bien évidemment, ça excuse pas les performances des tricolores qui sont en deçà de ce qu'on pouvait attendre. Ça n'excuse pas le fait que Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin auraient dû, à mon sens, à se battre avec les Sturla Grid, avec les Christiansen, pour quelque part cette 2e place du classement général. Mais encore une fois, quand on voit le déroulé de la saison, la domination de Johannes Stignesbø, elle est logique et elle est sans appel et surtout normale à mon sens. Il n'y a pas à crier au dopage. Encore une fois, je le dis et je le répète, je tenais à en parler et pousser ce petit coup de gueule parce que ça m'avait un petit peu gêné. On va quand même parler de ces demoiselles parce que oui, généralement, c'est honneur aux femmes, on en parle en début de vidéo. Là, je me suis un peu fourvoyé, excusez-moi. On va parler, bien sûr, des filles et du retour d'Elvira Heuberg dans la course au Gros Globe de Cristal. Elvira Heuberg qui revenait de maladie, elle qui avait fait l'impasse sur la Mastart de Ruhpolding en Allemagne, qui avait vu Julia Simon lui reprendre 90 points parce que Julia avait fait le boulot à la perfection ce jour-là. Elvira Heuberg, eh bien, qui s'est assuré un 10 sur 10 sur le sprint et donc un podium et qui derrière, même si on l'a laissé un petit peu sur la poursuite, derrière la carabine, a réussi à aller chercher un nouveau podium et à revenir à 76 points de Julia Simon. Et oui, elle avait plus d'une victoire de retard, et largement plus d'une victoire de retard à l'amorce de ce week-end à Antholz-Anterselva. À l'issue de ce week-end, elle en a beaucoup moins. La faute à une Julia Simon qui a été victime d'une usure mentale clairement visible, et ce dès le sprint. Julia Simon qui pourtant visait le 10 sur 10 sur la première course du week-end. Julia qui a lâché sa 2e balle très vite, peut-être trop vite, elle s'est reprise et puis derrière la double faute, ce qui pouvait eh bien quelque part déjà laisser penser que mentalement c'était un petit peu plus compliqué. Alors bien évidemment, on attendait sa réaction sur la poursuite et j'étais le premier à espérer qu'elle arrive à laisser de côté ce qui s'était passé sur un sprint où on a quand même vu eh bien le premier podium de Chloé Chevalier. Oui, quand même, c'était à souligner parce que Chloé, elle tournait autour quand même de gros résultats, c'était souvent caca culotte
on en a plusieurs fois parlé, sur les tirs debout, dernier tir, elle pouvait jouer quelque chose. Elle a pensé sur son dernier tir, ça c'est clair. Elle a pensé à l'enjeu, pensé à la place qu'elle pouvait aller chercher. Elle a réussi à mettre les balles sur un tir debout bétonné. Et elle est allée chercher une belle deuxième place. Elle est allée mourir à 3-4 secondes de Dorothée Avireur. 3-4 secondes peut-être qui lui ont manqué, notamment sur le pas de tir. Bref, ça reste une très bonne performance pour une Chloé Chevalier. Mais malheureusement, sur la poursuite, eh bien, comme Julia Simon, Chloé Chevalier a complètement craqué. Julia Simon qui a tiré à 13 sur 20, là encore, victime de son usure mentale. Elle l'avouera après finalement. Eh bien, la grosse performance des filles en relais avec ses premières places, et c'est seulement 2 pioches, c'est quand même un record. Oui, on va quand même le signaler. Julia Simon qui a fait des erreurs au réglage sur la poursuite. Toutes ses balles étaient tendance basse, ce qui veut dire bien évidemment qu'il y a eu des erreurs au réglage. Erreur des tours de riz, bien évidemment, et ce qui témoigne forcément d'une usure physique. Elle a quand même fait le taf pour reprendre bien sûr des places en veux-tu en voilà dans le dernier tour où elle termine 18ème pour essayer bien de limiter la casse sur une Elvira Hubert qui est allée chercher un nouveau podium. C'était pas seulement compliqué pour Julia ce week-end, ça a été compliqué aussi pour Sophie Chauveau. Sophie Chauveau, tenez-vous bien, je vais retrouver ça dans le dur, clairement, notamment derrière la carabine, puisque encore une fois, 3 fautes donc du côté du sprint, et je crois 3 ou 4 fautes, si ce n'est plus, du côté de la poursuite. Je vais peut-être dire une connerie, mais ce qui est sûr, c'est que c'est 28ème du sprint et 24ème de la poursuite. Elle n'a clairement pas digéré son week-end de Ruhpolding, qui était tout nouveau pour elle, individuel plus premier relais en équipe de France. On espère qu'elle va rebâtir un petit peu de concentration et surtout de fraîcheur à l'amorce des championnats du monde. On attendra bien sûr une Sophie Chauveau revancharde. Week-end qui contraste forcément avec celui de Lou Jean Monod qui va chercher à nouveau 2 top 10. Et oui, elle continue à être extrêmement régulière, Lou au plus haut niveau, comme quoi elle a vraiment surfé sur son podium établi du côté de Ruhpolding lors de l'individuel, c'était il y a quelques semaines. On espère d'ailleurs que Chloé Chevalier fera de même, qu'elle arrivera aussi à capitaliser sur son très bon podium à Antols Anterselva pour se construire un momentum et une confiance suffisante pour revenir jouer au plus haut niveau. Lou Jean Monod, 2 top 10, alors c'est sûr qu'elle s'en est un peu voulu sur le dernier tir de la poursuite, il y avait quelque chose à jouer, elle part à la faute, à la double faute, elle s'en voulait, elle était assez agacée, mais ça reste quand même un week-end référence pour Lou Jean Monod qui se rapproche encore une fois du top 10 du général de la Coupe du Monde et que je voyais au départ de la Coupe du Monde, et bien potentiellement dans le top 15 avant la fin de la saison. Elle pourra jouer le top 10, c'est évident, mais une Lou Jean Monod, eh bien un petit peu énervée à l'issue de la poursuite, elle a pu totalement se rassurer lors du relais, un relais français extraordinaire, vainqueur bien évidemment de ce relais féminin, mais surtout avec seulement 2 pioches. Et oui, c'est quand même à signaler, les filles ont fait le taf, notamment Julia Simon. Alors j'ai beaucoup entendu, notamment Fred Jean, sur l'équipe, lorsque je regardais la course, dire « Ah là, c'est pas une revanche par rapport à ce qui s'est passé sur les 2 dernières courses individuelles, c'est l'occasion d'aller chercher une victoire, mais enfin quand même, c'était surtout l'occasion d'avoir une confrontation directe avec Elvira Hubert qui partait 10 secondes derrière elle, et Julia a réalisé ce premier tour un temps de ski supérieur à celui d'Elvira Hubert. Je ne compte pas le 3e parce que forcément il y a eu un peu plus de relâchement, et puis surtout elle a mis ses 10 balles là où Elvira Hubert a peut-être un petit peu craqué, victime peut-être de l'ascendant psychologique qu'avait pris Julia Simon grâce à son super tir lors de ce relais. Une Julia Simon qui remet l'église au milieu du village et qui permet à cette équipe de France d'aller chercher un nouveau succès en relais, et ce, à quelques semaines des championnats du monde. Autant vous dire que cette équipe de France féminine, elle fait rêver, beaucoup de promesses, et on espère bien évidemment qu'on ira chercher, parce que oui, on ne l'a jamais fait dans l'histoire du biathlon français, le premier titre féminin en relais. Elle le mériterait tellement. En plus, sur le papier, on va pas se cacher, c'est clairement l'équipe la plus homogène, avec 4 filles qui font le travail. On a trouvé notre équipe: Lou Jean Monod, Anaïs Chevalier-Boucher, Chloé Chevalier et bien sûr Julia Simon, notre chef de file tricolore qui s'est rassurée et à qui on ne parlera plus du dossard jaune pendant un mois. Elle qui l'a dit à l'issue de ce relais: je suis fatigué mentalement, j'espère qu'on va arrêter de me parler de ça pendant un mois. Ne t'inquiète pas Julia, ce qu'on te demande désormais c'est de récupérer, de refaire un petit peu de jus. Et oui, il y a eu quelques jours de repos quand même durant cette trêve entre la 6e étape de Coupe du Monde et les mondiaux qui arrivent. Et puis surtout, on espère que Julia aura battu assez de momentum, assez de confiance pour performer au championnat du monde, l'esprit libre, l'esprit léger, là où on le sait, les épreuves ne compteront pas mathématiquement parlant pour la
Coupe du Monde. En tout cas, un classement général que Julia Simon, et oui parce qu'on va en parler une dernière fois, domine malgré tout, 76 points d'avance sur Elvira Huber qui s'est un petit peu rapprochée. Lisa Vitozzi est toujours 3ème du général, mais elle voit Dorothea Virer fondre sur elle. Annie Chevalier-Boucher eh bien, est 11ème du classement général, et oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a quelques podiums comme ça qui viennent agrémenter ces saisons. On se souvient de ce qui s'est passé au Grand Bornand, et puis également du côté de Ruhpolding. Là encore, sur les Mastart, c'est sa course de référence cette année. Lou Jean Monod est 12ème du classement général, Chloé Chevalier est 16ème, on a également Sophie Chauveau qui dégringole un petit peu, 18ème, et Caroline Colombo qui se maintient à la 22e place. N'hésitez pas dans les commentaires bien sûr à me dire ce que vous avez pensé de ce week-end transalpin du côté d'Antolzan-Terselva, si particulier dû à l'altitude et ce pas de tir beaucoup plus compliqué que sur les sites précédents. N'hésitez pas également eh bien, à mettre en commentaire peut-être déjà des pronostics pour les championnats du monde. Et oui, ça sera dans 2 semaines. N'hésitez pas, je vous attends bien évidemment dans cet espace-là. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à réaliser le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche. Ça mange pas de pain. C'est totalement gratuit. Ça aide au référencement. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Et à la prochaine.